Le 11 mai 2026, les agences de renseignement occidentales ont présenté au gouvernement allié leur plus récente évaluation de la capacité nucléaire militaire de l'Iran. L'estimation consensuelle a été transmise aux membres de l'OTAN et partagée avec Israël. Elle prévoyait que l'Iran pourrait assembler entre 2 et 3 dispositifs nucléaires fonctionnels d'ici la fin de 2026, si les opérations d'enrichissement actuelles se poursuivent sans interruption. Cette évaluation reposait sur le stock connu d'uranium enrichi de l'Iran, sa capacité déclarée en centrifugeuse et les taux historiques d'enrichissement observés par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique avant leur évacuation au début du mois de mars. La communauté du renseignement a présenté cette estimation comme la limite supérieure de la capacité iranienne, le scénario du pire qui suppose que tout se passe bien pour Téhéran et que tout tourne mal pour l'Occident. Mais les calculs ne soutiennent pas cette conclusion, même pas de près. À la fin, vous comprendrez pourquoi l'Iran n'est pas en voie de construire 3 armes nucléaires d'ici décembre, il est en voie d'en construire 6. Voici ce que savent les agences de renseignement occidentales et ce sur quoi elles fondent leurs estimations. En février 2026, le dernier rapport trimestriel de l'AIEA, avant le retrait des inspecteurs des installations iraniennes, indiquait que l'Iran possédait environ 128 kg d'uranium enrichi à 60% de pureté. Ce matériel était entreposé sur plusieurs sites, principalement dans les installations d'enrichissement de Natanz et de Fordo. Le rapport confirmait aussi que l'Iran avait récemment franchi pour la première fois le seuil d'enrichissement de 90%, avec environ 10 kg de matière de qualité militaire détectée à Fordo lors d'une opération d'échantillonnage de routine au début du mois de mars. Ces deux chiffres, 128 kg à 60%, et 10 kg à 90% constituent la base de toutes les estimations du renseignement qui circulent actuellement à Washington, Tel Aviv, Londres et Bruxelles. Les analystes supposent que les opérations iraniennes de centrifugation se poursuivent à des taux d'efficacité historiques de 60 à 65%, que les défaillances d'équipement ralentissent la production, qu'aucun uranium supplémentaire n'entre au pays au-delà de l'extraction minière nationale et que l'Iran donnera la priorité à l'enrichissement de son stock existant à 60% vers un niveau de qualité militaire. À partir de ces hypothèses, les agences de renseignement prévoient que l'Iran pourrait produire de 30 à 40 kg supplémentaires d'uranium enrichi à 90% d'ici la fin de décembre 2026. Combiné aux 10 kg déjà en main, cela donne à l'Iran un stock total d'environ 40 à 50 kg de matière de qualité militaire d'ici la fin de l'année. Un dispositif nucléaire rudimentaire de type canon, la conception d'armes la plus simple possible, nécessite environ 50 kg d'uranium hautement enrichi. C'est le chiffre utilisé pour la bombe d'Hiroshima. Et il demeure la référence pour tout État qui tente de construire sa première arme nucléaire sans soutien avancé en ingénierie. 50 kg pour une bombe. 40 à 50 kg projetés d'ici décembre. Les agences de renseignement concluent donc que l'Iran peut construire un dispositif, peut être s'il pousse l'efficacité et accepte des risques plus élevés d'échec de l'arme. Ce calcul est faux. Et il est faux parce que chacune des hypothèses qui le soutiennent a été invalidée par des événements survenus en mars et en mai 2026. Restez avec moi. L'écart entre ce que les agences de renseignement disent aux décideurs et ce que suggère l'équilibre réel des matières représente la différence entre une crise gérable et une menace existentielle. Commençons par les apports matériels que les estimations du renseignement ignorent. Le 14 mars 2026, un cargo russe a livré 25 tonnes d'uranium yellowcake au port iranien de Bandar Anzali sur la mer Caspienne. Cette livraison a été documentée par imagerie satellite, confirmée par des données de suivi maritime et rapportée par plusieurs agences de renseignement. Le yellowcake a été transporté vers l'installation de conversion d'Ispahan, où il est en cours de transformation en gaz d'hexafluorure d'uranium, la matière première nécessaire à l'enrichissement par centrifugeuse.
En mai, les estimations du renseignement suggèrent qu'environ 18 à 20 tonnes de ce yellow cake ont été converties avec succès et se trouvent maintenant dans des cylindres d'entreposage prêtes à être introduites dans des cascades de centrifugeuses. Le yellow cake, avec une teneur en uranium d'environ 80% du poids, signifie que 20 tonnes de matière convertie représentent environ 6 tonnes d'uranium réel. Cet uranium, à l'état naturel, contient 0, 7% d'uranium, 235, l'isotope fissile requis pour les armes nucléaires. Enrichir de l'uranium naturel jusqu'à une concentration de 90% de qualité militaire exige de traiter de vastes quantités de matières premières dans des cascades de centrifugeuses. Le ratio de conversion standard, fondé sur des décennies d'opérations mondiales d'enrichissement, est qu'il faut traiter environ 200 à 250 kg d'uranium naturel pour produire un kilogramme de matière enrichie à 90%, selon l'efficacité des cascades et les niveaux acceptables de déchets. En utilisant des estimations prudentes, 16 tonnes d'uranium naturel, soit 16 000 kg, pourraient théoriquement produire entre 64 et 80 kg de matière de qualité militaire dans des conditions normales d'exploitation. C'est la base. Mais l'Iran ne fonctionne pas dans des conditions normales. Le 9 mai 2026, 9 ingénieurs en enrichissement de l'uranium de Rosatom, la société d'État russe de l'énergie nucléaire, ont atterri à Téhéran. Ce ne sont pas des consultants universitaires, ce sont des spécialistes opérationnels qui ont passé toute leur carrière à optimiser des cascades de centrifugeuses dans les usines d'enrichissement les plus avancées de Russie. Leur expertise est mécanique, procédurale et axée sur un seul objectif, maximiser l'efficacité de la séparation isotopique tout en réduisant au minimum les pertes de matière et les temps d'arrêt des équipements. Les agences de renseignement occidentales ont historiquement supposé que les opérations iraniennes de centrifugation fonctionnaient à 60 à 65% de l'efficacité maximale théorique. Cette hypothèse repose sur des défaillances d'équipements documentés, des configurations de cascades sous-optimales et l'absence de dépannage expert en temps réel. L'arrivée de 9 ingénieurs russes élimine cette hypothèse. Si l'optimisation russe augmente l'efficacité opérationnelle de l'Iran de 65% à 85% et qu'il n'y a aucune raison technique pour que ce ne soit pas possible, la production de matière issue du même stock de départ augmente proportionnellement. Soudainement, 6 tonnes d'uranium naturel ne donnent pas 64 à 80 kg de matière de qualité militaire. Elles donnent 85 à 105 kg. Mais c'est toujours pas toute l'histoire. Les estimations du renseignement supposent aussi que l'Iran utilisera une conception d'armes de type canon nécessitant environ 50 kg d'uranium hautement enrichi par dispositif. Cette hypothèse avait du sens lorsque l'Iran travaillait seul. Les conceptions nord-coréennes de type implosion sont beaucoup plus efficaces, ne nécessitant que 15 à 25 kg d'uranium de qualité militaire par dispositif. L'Iran n'a pas besoin d'inventer cette technologie, la Corée du Nord l'a déjà fait. Et si l'Iran reçoit une aide à la conception, soit par échange technique direct, soit par ingénierie inverse à partir d'informations accessibles publiquement sur des essais nucléaires passés, la quantité de matière requise par arme passe de 50 kg à 20 kg ou moins. C'est une réduction de plus de 50%. Et cela change fondamentalement le calcul du nombre d'armes que l'Iran peut construire avec un stock donné d'uranium enrichi. Maintenant, faisons les vrais calculs. L'Iran commence avec 128 kg d'uranium enrichi à 60%. Enrichir davantage cette matière jusqu'à 90% ne nécessite pas de faire passer toute la masse dans les centrifugeuses à partir de zéro. Le gros du travail de séparation isotopique a déjà été fait. Passer de 60% à 90% est beaucoup plus rapide que passer de l'uranium naturel à zéro, 7% jusqu'à 60%. Les analystes du renseignement estiment que le traitement de 128 kg à 60% donne environ 25 à 30 kg de matière à 90%. C'est une estimation raisonnable et nous utiliserons le chiffre prudent de 28 kg. Ensuite, ajoutons les 10 kg d'uranium enrichi à 90%
déjà confirmé par l'AIEA en mars. Cela porte le total à 38 kg de matière de qualité militaire déjà disponible ou immédiatement réalisable à partir des stocks existants. Maintenant, ajoutons la production issue de la livraison russe de Yellow Cake. Si 16 tonnes d'uranium naturel traité dans des cascades de centrifugeuses optimisées fonctionnant à 4,25% d'efficacité donnent 4,20 kg de matière de qualité militaire, et si la moitié de cette production est réalisée d'ici la fin de 2026 en raison des contraintes de temps, cela ajoute 45 kg de plus. Nous sommes maintenant à 83 kg d'uranium de qualité militaire, mais l'Iran n'arrête pas ses opérations d'enrichissement en décembre. Les centrifugeuses ne s'éteignent pas parce qu'une année civile se termine. Si les opérations se poursuivent à des taux optimisés pendant le dernier trimestre de 2026, et si les ingénieurs russes restent sur place pour gérer le processus, 50 à 60 kg supplémentaires de matière de qualité militaire pourraient être produits grâce au traitement continu du Yellow Cake et à tout uranium domestique supplémentaire que l'Iran extrait pendant cette période. Ajoutez cela au total en cours, et au 31 décembre 2026, l'Iran pourrait posséder entre 130 et 145 kg d'uranium de qualité militaire. Maintenant, appliquons la variable de conception de l'arme. Si l'Iran utilise une conception de type canon nécessitant 50 kg par dispositif, 140 kg de matière donne 2 armes, peut être 3 s'il accepte une troisième arme à rendement plus faible. Cela correspond à l'estimation du renseignement. Mais si l'Iran utilise une conception à implosion nécessitant 20 kg par dispositif, 140 kg donne 7 armes. Et si l'aide nord-coréenne à la conception permet à l'Iran de pousser l'efficacité encore plus loin, en réduisant l'exigence par dispositif à 15 kg, le stock soutient 9 armes fonctionnelles. Mais nous n'avons toujours pas terminé, parce que aucun de ces calculs ne tient compte de la possibilité de livraison supplémentaire de matière. La Russie a livré 25 tonnes de Yellow Cake en mars. Il n'existe aucun obstacle technique, logistique ou politique empêchant une deuxième livraison en juin, une troisième en août ou une quatrième en octobre. La route de la mer Caspienne reste ouverte, les cargos russes continuent d'opérer et chaque livraison supplémentaire de 20 à 25 tonnes ajoute une autre capacité de production de 40 à 50 kg de matière de qualité militaire au total iranien. Si la Russie envoie une seule livraison supplémentaire de Yellow Cake avant la fin de l'année, et si cette matière est traitée au même taux d'efficacité optimisé, le stock iranien de qualité militaire grimpe à 180 à 200 kg d'ici décembre. À 15 kg par dispositif à implosion, cela représente 12 à 13 armes nucléaires fonctionnelles. Ajoutez la possibilité d'un enrichissement clandestin sur des sites non déclarés, des installations que les services occidentaux soupçonnent mais n'ont jamais confirmées, et la limite supérieure de la capacité iranienne pourrait atteindre 6 dispositifs ou plus. Restez avec moi. L'échec du renseignement ici n'est pas seulement une erreur de calcul sur l'équilibre des matières, c'est une incompréhension fondamentale de la vitesse à laquelle les variables qui soutiennent la production d'armes nucléaires peuvent changer lorsque des acteurs externes retirent les contraintes. Chaque estimation du renseignement suppose que l'Iran travaille seul, utilise de l'équipement sous-optimal et se limite à l'uranium extrait sur son territoire. Aucune de ces hypothèses n'est encore vraie. La Russie a fourni de la matière, la Russie a fourni de l'expertise. Et si le modèle se maintient, la Russie continuera de fournir les deux aussi longtemps que cela servira l'intérêt stratégique de Moscou. Garder l'Iran capable de dissuader une action militaire américaine et israélienne. On dit aux décideurs occidentaux que l'Iran pourrait avoir 2 ou 3 bombes d'ici la fin de l'année. Les calculs disent 16. C'est pas une erreur d'arrondi, c'est une sous-estimation de la menace par un facteur de 5. Les conséquences de cette erreur de calcul sont catastrophiques. Si Israël croit que l'Iran possède 2 bombes, le calcul d'une frappe préventive reste viable. Détruire 2 dispositifs, détruire 2 installations et la menace est neutralisée. Mais si l'Iran possède 6 dispositifs dispersés sur plusieurs sites durcis, dont certains sont enfouis sous des montagnes et d'autres cachés dans des lieux non déclarés, une frappe préventive devient opérationnellement impossible. On ne peut pas détruire ce qu'on ne peut pas trouver.
On ne peut pas trouver 6 armes dispersées dans un pays de la taille de l'Iran sans une pénétration du renseignement qu'aucune agence occidentale ne possède actuellement. Les implications régionales aggravent la crise. L'Arabie saoudite a déclaré qu'elle chercherait à obtenir des armes nucléaires si l'Iran franchissait le seuil. La Turquie a fait des commentaires similaires. L'Égypte a relancé des discussions avec la Russie sur l'expansion de son programme nucléaire civil, préparant le terrain pour une future option militaire. Le Moyen-Orient ne se dirige pas vers une structure de dissuasion nucléaire stable, comme l'équilibre de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Il se dirige vers une cascade de prolifération où chaque puissance régionale cherche sa propre dissuasion et où le nombre d'États capables de construire, de déployer et potentiellement d'utiliser des armes nucléaires passe de 1 à 6 ou 7 en une décennie. Et chaque État supplémentaire qui franchit le seuil augmente la probabilité d'un lancement accidentel, d'une utilisation non autorisée ou d'une escalade délibérée pendant une crise. Maintenant, considérons les implications politiques. Si les agences de renseignement disent aux dirigeants que l'Iran aura 2 ou 3 bombes d'ici décembre, la réponse politique est l'endiguement et la négociation. Mais si la réalité est 16 dispositifs, l'endiguement est impossible. On ne peut que dissuader un État doté de l'arme nucléaire. Et la dissuasion exige d'accepter que l'Iran dispose maintenant de l'effet de levier et de l'immunité que ce statut confère. Israël a passé 73 jours à bombarder l'Iran. Plus de 3000 frappes aériennes ont été menées depuis le début de l'opération Epic Fury, le 28 février. L'infrastructure de commandement iranienne a été détruite. Les installations de production de missiles ont été rasées. Le guide suprême a été tué. La marine de surface a été éliminée. Et pourtant, malgré tout cela, le programme nucléaire iranien a non seulement survécu, il a accéléré. Chaque hypothèse qui soutenait la décision de lancer cette guerre, soit que les frappes aériennes pouvaient retarder ou détruire la voie iranienne vers la bombe, s'est révélée fausse. Et l'écart entre ce que le renseignement avait prédit et ce que montre maintenant l'équilibre des matières suggère que l'erreur de calcul n'était pas tactique, elle était stratégique. Les agences de renseignement occidentales prévoient que l'Iran pourrait construire 2 à 3 armes nucléaires d'ici la fin de 2026. Cette estimation suppose que l'Iran travaille seul, fonctionne à une efficacité de centrifugation de 60 à 65%, utilise des conceptions d'armes de type canon nécessitant 50 kg par dispositif et dépend uniquement de l'extraction nationale d'uranium. Chacune de ces hypothèses est fausse. La Russie a livré 25 tonnes d'uranium yellowcake le 14 mars 2026. La Russie a envoyé 9 ingénieurs en enrichissement le 9 mai qui peuvent pousser l'efficacité des centrifugeuses à 85 à 90%. Les conceptions d'armes nord-coréennes à implosion nécessitent seulement 15 à 20 kg d'uranium de qualité militaire par dispositif. Le stock existant de l'Iran, soit 128 kg à 60% d'enrichissement, plus 10 kg à 90%, combiné au traitement optimisé du yellowcake russe, permettrait d'obtenir environ 140 kg de matière de qualité militaire d'ici décembre selon des estimations prudentes. À 15 kg par dispositif à implosion, cela représente 9 armes fonctionnelles avec la matière actuelle seulement. Ajoutez les opérations d'enrichissement continu pendant le 4e trimestre et le total grimpe à 11 dispositifs. Tenez compte d'une livraison supplémentaire de yellowcake russe avant la fin de l'année et le stock atteint 180 à 200 kg, soutenant 12 à 13 armes. Incluez la possibilité d'un enrichissement clandestin dans des installations non déclarées et la limite supérieure est de 16 dispositifs nucléaires fonctionnels. Le renseignement dit 3. Les calculs montrent 6. C'est une sous-estimation par un facteur de 5. L'Arabie saoudite, la Turquie et l'Égypte observent toute la situation et recalculent leurs options nucléaires. Israël n'a aucune option militaire pour détruire 6 armes dispersées. Les États-Unis n'ont aucune stratégie d'endiguement pour un État doté d'un arsenal nucléaire fonctionnel. Et ce matin, le Moyen-Orient ne se dirige pas vers un équilibre nucléaire stable. Il se dirige vers une cascade de prolifération qu'aucun traité, aucune sanction et aucune frappe aérienne ne peuvent arrêter. Ce n'est pas une évaluation du renseignement, c'est de l'arithmétique.
Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.